Bonjour chers internautes, nous avons aujourd'hui le plaisir de discuter un peu avec M. Safwat. Je rappelle qu'il est ambassadeur de la Palestine. Son Excellence, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de ce qui a engendré un peu le problème entre l'Israël et la Palestine? C'est long, mais je vais essayer de résumer le grands axes dès le début de ce conflit, tout en signalant que c'est un conflit d'ordre colonial, c'est-à-dire c'est un conflit qui opposait le peuple autochtone de la Palestine à des puissances coloniales, un projet dont le contenu était fixé en 1897 lors d'un congrès mondial juif tenu à Bâle en Suisse et qui a mis un objectif de ramener un autre peuple ou des peuples vers la terre de la Palestine. Les ramener en termes de colonisation et d'immigration sans aucun accord avec le peuple et le gouvernement de la Palestine historique. C'est un projet qui a trouvé vite son issue dans une alliance beaucoup plus grande, surtout sous le parrainage du gouvernement de Sa Majesté britannique, Sa Majesté de la Grande-Bretagne, la première puissance mondiale de cette époque, c'est-à-dire 1807, quand ce gouvernement a abrité une grande conférence en présence de plusieurs pays européens pour discuter le destin ou discuter et décider le futur avenir de la région du Moyen-Orient et du monde arabe en particulier. Ils ont décidé, et c'est la conférence qui est nommée Campbell, parce que c'est le Premier ministre britannique qui était à l'initiative, ils ont décidé en fin du compte qu'on a besoin de diviser ce monde arabe et en le divisant, on a besoin d'un pion à poignarder, à mettre enfoncé à l'est de Sinaï égyptien. Donc c'est-à-dire la Palestine dont on parle aujourd'hui. La Palestine historique, le fleuve du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Donc ramener une entité étrangère et squatter sur cette partie du monde afin de diviser l'Orient du Maghreb arabe et permettre aux puissances coloniales de spolier bien comme il faut les ressources naturelles de cette région. Et puis surtout interdire ce projet national arabe d'une éventuelle renaissance puisque les Arabes étaient au bout d'un terme de finir avec la domination turque-ottomane. Voilà l'alliance qui s'est tissée très tôt entre le mouvement sioniste présidé par Theodor Herzl à partir du congrès mondial juif de Bâle 1897 et le premier accord colonial entre plusieurs puissances à Londres, la conférence Campbell, qui a accepté le sionisme comme allié principal et comme une branche exécutive ou exécutoire de ce projet colonial qui va voir la lumière plus tard en Palestine. Donc il fallait attendre jusqu'à 1917. Cette même Grande-Bretagne a émis une promesse à l'égard de ce mouvement sioniste britannique. Donc Balfour, qui était le ministre des Affaires étrangères, a émis au nom de son gouvernement une promesse à l'endroit de Baron Rothschild, qui est un des grands banquiers britanniques de l'époque,
qu'en échange avec un emprunt important en faveur du gouvernement britannique qui est en guerre et qui est épuisé de cette guerre, la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, par contre, va s'engager à mettre en place, en Palestine particulièrement, le foyer national juif, au détriment du peuple autochtone, des communautés qui étaient là, qui étaient présents. Et la fin de la guerre mondiale en 1918, l'arrivée des premiers soldats britanniques dans cette région, au sol palestinien, la Palestine est soumise à une occupation militaire jusqu'à 1922. Donc la première décision prise par le gouverneur, par la gouvernance britannique de cette région, c'est de nommer un gouverneur militaire qui appartient aux sunnistes britanniques, qui s'appelle Samuel Herbert, ou Herbert Samuel. Donc par la suite, la Grande-Bretagne a intégré cette déclaration maudite de Balfour, parce que nous on l'appelons comme ça en Palestine, une déclaration injuste, une déclaration concernant un sujet qui n'était pas soumis à la Grande-Bretagne et qui n'appartient toujours à ses décisionnaires, l'intégrer totalement comme un texte annexe dans son mandat légiféré par la Ligue des Nations en 1922. Bien sûr, tout ça a suscité d'un côté le transfert des territoires palestiniens d'une manière confisquée et illégalement confisquée auprès des paysans palestiniens et transférés vers les nouveaux immigrants qui ont commencé à être encouragés et squattés petit à petit d'une manière éparpillée sur le côte palestinienne. Et évidemment réprimer toute ambition nationale palestinienne d'une libération et d'une indépendance. Okay, et en même temps, le mandat britannique prévoyait dans son texte que la Grande-Bretagne, elle est là pour accompagner le peuple autochtone de la Palestine vers l'indépendance. Quelque chose que la Grande-Bretagne l'a trahi, comme elle a trahi aussi d'autres promesses au préalable émises vers le shérif Hussein Ben Ali, l'émir de la Mecque, et qui l'ont exploité dans une guerre contre les Turcs ottomans, et puis contre une promesse d'un pays arabe, d'un État arabe qui n'a jamais été retenu et respecté par la Grande-Bretagne. Donc les Britanniques ont joué sur toutes les cordes, en même temps promesse envers les Arabes, trahi par la suite, et en parallèle promesse vers les sionistes juifs de la Grande-Bretagne, et en même temps un accord colonial secret qui porte le nom de Sykes-Picot, les deux émissaires de deux pays, la Grande-Bretagne, Sykes et Picot, l'émissaire de la France, les deux grandes puissances coloniales qui ont convenu à partager les territoires de cet héritage turco-ottoman entre deux zones, une zone qui relève du contrôle britannique et une autre qui relève de la tutelle française. Okay, donc en résumé, la Grande-Bretagne est en quelque sorte un fautif, mais du côté israélien, on parle beaucoup de la terre promise. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, ils réclament un peu leur terre. Bon, le mouvement sioniste, c'est un mouvement ethnico-raciste et pour objectifs coloniaux. Ça, c'est quelque chose qui est prouvé dans les textes fondateurs de ce mouvement et du déroulement de l'histoire. C'est un mouvement qui a voulu exploiter le malheur de certaines communautés juives de ce qu'on connaît, le pogrom des Juifs de l'Europe de l'Est, donc quelques endroits où les Juifs étaient mis dans des ghettos
et écartés un peu de leur société, le mouvement sioniste a voulu sensibiliser ces communautés éparpillées dans cette région en particulier, l'unifier autour d'un projet. Donc c'était le projet qui pouvait, d'après les stratèges de ce mouvement, ramener ces juifs malheureux avec d'autres juifs qui n'étaient pas forcément malheureux, et les séduire et les ramener vers un projet qui était pour le moment illusionnaire. Donc on avait besoin d'exploiter certains récits bibliques. On avait besoin de faire une connexion entre l'histoire juive de ces nationaux variés, de plusieurs cultures, de plusieurs langues, l'unifier autour d'une origine de judaïsme qui remontait à l'histoire 3000 ans et au-delà. Donc faire une connexion bizarre et rattacher ces communautés autour d'un lien non établi, un lien biologique qui n'a rien à voir avec les Hébreux de l'époque du prophète Abraham et par la suite les 12 tribus qui ont suivi Moïse de l'Égypte, créer dans l'imaginaire, dans les mémoires juives, un imaginaire comme quoi nous sommes un seul peuple et nous avons une terre promise, toujours promise, et un peuple élu que Dieu a élu, une terre promise et un temple perdu. Donc les trois angles qui font ce triangle de l'idéologie sioniste. Quelque chose qui est tout à fait inventé afin de sensibiliser et d'exploiter le malheur de ces mêmes propres juifs, de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, l'idéologie sioniste n'a pas été accueillie favorablement par beaucoup des juifs jusqu'à 1933, c'est-à-dire l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, et la montée de ce radicalisme hitlérien nazi contre non seulement l'ethnie, les autres ethnies que le germano, la race germano-européenne, donc qui a fait fait propager la peur au sein de ces communautés juives de tous les pays de ce continent européen. Donc jusqu'à là, les juifs étaient bien établis, ne pouvaient pas croire aux arguments véhiculés par Theodor Herzl et ses compagnons que la Palestine était une terre où coulait le miel et le lait. Ils sont partis, ils ont vu que c'est n'importe quoi, que les sionistes voulaient tout faire pour le faire enrouler dans cette machine coloniale. Donc beaucoup de juifs n'étaient pas d'accord sur ce projet sioniste jusqu'à l'arrivée de Hitler. Et là, on a vu le taux de l'immigration juive toujours illégale vers la Palestine historique s'est accentué, s'est accéléré, et avec bien sûr les facilités données par le gouvernement du mandat britannique. D'accord. Il n'y avait pas que, Son Excellence, la Palestine qui était destinée à abriter la population juive un peu partout éparpillée dans le monde. Il y a d'autres pays, je citerai l'Argentine et un peu d'autres pays africains. Alors, est-ce que le choix de la Palestine se justifie simplement par l'envie de créer un peuple juif dans une autre terre? Et aujourd'hui, on parle de colonisation. Et nous assistons à toutes ces dérapages, ces tueries qui sont orchestrées sur le peuple palestinien. Est-ce que vous, en tant qu'ambassadeur, en tant que citoyen,
en tant que militant du peuple palestinien, comment est-ce que vous vivez cette situation? Sur la première question, vous avez raison, car la Palestine n'a pas été choisie dès le départ comme le cible et l'objectif final de ce mouvement sioniste. On était d'accord, tout à l'heure on l'a dit, le mouvement sioniste présidé par Theodor Herzl s'est tenu dans un congrès autour d'un objectif qui est comment établir un État juif. L'État juif, c'est le titre du livre de Theodor Herzl et c'était l'objectif adopté lors de ce congrès de Bâle en Suisse. Mais en même temps, ils n'ont pas déterminé le choix géographique. Ils ont dit, voilà, notre objectif c'est d'aller établir un État juif et essayer de convaincre les juifs du monde de venir vivre ici. C'était le concours des circonstances et l'alliance qui s'est nouée avec la Grande-Bretagne en particulier et d'autres puissances coloniales de l'Europe en particulier. À ce moment-là, on avait besoin de faire le choix. Il y avait l'Ouganda qui était proposé en Afrique, il y avait l'Argentine et il y avait d'autres pays, mais la Palestine correspondait le mieux à la fois aux intérêts des puissances coloniales, et on l'avait dit tout à l'heure, la conférence Campbell à Londres en 1907, c'était pour objectif, on veut mettre un pion, on veut créer une entité étrange dans cette région à l'est du Sinaï. Ça, c'était l'objectif de ces puissances. Et le sionisme, dans son projet colonial, pouvait être l'outil parfait pour cet objectif européen colonial. En même temps, c'est beaucoup plus facile de séduire les Juifs sur une histoire qui leur appartient, qui touche à la Terre Sainte, qui trouve certaines origines dans cette terre biblique, sans doute. On avait besoin d'exploiter tout ça et le mettre dans un beau cadre pour séduire tout juif. Ce qu'on avait besoin, en fin de compte, une terre délimitée, mais des peuples, des éléments humains. Qui peut occuper cette terre? Donc, les juifs, en bonne partie, seront plus sensibles et fascinés de s'attacher à une partie de leur foi et en se rappelant des origines de cet exil de l'époque pharaonite jusqu'au Sinaï où il y a eu la perte de ces tribus, 12 tribus qui ont suivi Moïse, jusqu'à l'arrivée de David qui a réussi à traverser pour la première fois la rivière de Jourdain et il a battu Goliath, le peuple des géants, ce qu'on appelle l'Amalik, les géants de la Palestine, et à partir de là, établir le premier royaume d'Israël qui n'a pas duré plus que 70 ans, qui est un petit détail dans le temps et sur la géographie, et qui a établi un royaume qui portait son nom, le roi David, le royaume de David, succédé par le royaume de Salomon, les deux prophètes que nous reconnaissons, nous, musulmans, évidemment, sur une partie de la Palestine historique, sur la Cisjordanie actuelle. Donc, ils étaient plutôt squattés sur le montagne. Donc, ce royaume n'a pas duré plus que 70 ans, 72 ans, et vous pouvez vérifier l'histoire et les documents de l'histoire. Et en même temps, il y avait les Cananéens qui étaient le premier peuple de la terre, de cette terre, qui était appelée la Palestine, qui était appelée même dans les Talmuds le pays de Canaan. Moïse, quand il a adressé sur le mont Nebo à ses tribus, il a dit voyez le pays de Canaan. Ça veut dire que c'est un pays peuplé où il y avait
tout un peuple et toute une civilisation qui portait le nom de la civilisation canaanienne. 5000 ans avant Jésus et bien avant la traversée de David vers la Terre Sainte, et qui n'a pas réussi à faire son royaume, qui n'a pas réussi à faire perdurer son royaume plus que 70 ans, par la suite divisé en deux parties. Ils se sont battus, après disparus de la carte entièrement. Mais toujours le peuple canaanien palestinien a réussi à absorber toutes ces traces de tous ces mouvements, de tous ces immigrants venant de partout, les Romains avant eux, les Perses, les Byzantins, les Grecs, etc. Tous étaient absorbés dans l'identité originelle du peuple autochtone de la Palestine. Les Palestiniens n'étaient pas seulement des chrétiens, ni musulmans, ni quelques familles restant de confession juive, mais il y avait aussi de tout un mélange culturel et culturel pluraliste qui a fait ancrer le caractère originel du peuple palestinien, le tissu socioculturel de notre peuple jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui nous démarque quand on parle d'un peuple. Les Palestiniens sont un peuple d'origine canaanienne, arabe, d'identité arabe, mais qui regroupe d'autres variétés culturelles et ethniques. Nous avons des Kurdes, nous avons des Turcomanes, nous avons des Arméniens, nous avons des Africains. Tous constituent aujourd'hui ce peuple de la Palestine qui n'était jamais effacé de l'histoire de cette terre et qui n'a jamais eu une interruption biologique ou géographique de la continuité de sa civilisation et de son apport aux cultures et au développement de toute cette région. Ça, c'est quelque chose qui est très important à signaler. Maintenant, pour l'histoire juive, il y a eu une interruption dans l'histoire. Il y a eu, à un moment donné, il y avait un royaume sur une partie de la Palestine historique, mais le plus grand mensonge, c'est de redire aujourd'hui que oui, mais nous avons un lien historique et biologique qui remonte au peuple d'Israël il y a 3000 ans. Ça, c'est des purs mensonges. Ça, c'est prouvé nulle part. Et ça, c'est quelque chose qui nie même le fondement d'un État, le fondement moderne d'un État vu du droit international public. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des livres écrits par des Juifs, comme le 13e Tribut, qui parlait que les Juifs d'aujourd'hui appartiennent à des nouveaux convertis qui habitaient dans le Khazar, au nord-est de la Turquie, et qui, à l'époque, ils n'avaient aucun lien biologique ou ethnique avec les mêmes races de ces tribus qui ont suivi Moïse et qui venaient de l'Égypte à la base, avant de traverser le Sinaï. Donc, aucun lien. Pourquoi maintenant rattacher ces peuples européens à une histoire qui s'est passée dans l'histoire ailleurs et qui n'a rien à voir avec l'Europe ni avec ces nouveaux convertis. Ça, c'est quelque chose de très important, tout simplement. Donc, Son Excellence, à bien vous entendre, il n'y a pas eu de terre promise. Donc, nous assistons aujourd'hui à une occupation étrangère en terre palestinienne qui ne s'est pas faite sans conséquence. Nous vivons tous les matins, tous les jours, à des massacres, à des tueries de l'armée israélienne sur la population palestinienne, chose que le monde arabe semble regarder avec insouciance. Est-ce que cela serait donc à l'origine de cette situation que vous vivez chez vous aujourd'hui? Effectivement, quand je voulais dire tout à l'heure que même dans le Talmud, le texte biblique et le livre saint des Juifs,
on parlait de pays de Canaan, c'est-à-dire la Palestine, même dans le Talmud, dans leur héritage, elle était une terre peuplée, où il y avait une civilisation. Le mouvement sioniste contredit même ses propres origines et ses propres textes spirituels, contredit essentiellement le Talmud et les récits bibliques. Donc là où on voit ce délit flagrant entre l'exploitation d'une histoire, le faire réanimer un peu, le faire monter à la surface, pour d'autres objectifs, rien à voir avec la terre promise ou avec les récits qu'on entend souvent. La vérité, c'est que ces sionistes, on a voulu exploiter le malheur des Juifs en disant terre promise. Pour nous, les musulmans, on dit, et même dans notre Coran, la terre palestinienne, la terre de la Palestine historique, c'est une terre que Dieu a voulu que Moïse et ce peuple y vont pour être abrités, pour être sécurisés, pour être loin de toute menace. Mais Dieu, d'après ces mêmes récits, a demandé certaines conditions. Et ces peuples de l'époque n'ont pas respecté forcément les critères. Ils ont même tourné en rond, marchandé avec Moïse et Haroun. Dans les récits bibliques, ils n'ont pas même respecté les consignes de Dieu pour être le peuple qui mérite une terre où ils seront protégés. En tout cas, ça c'est autre chose. Particulièrement avec le veau d'or qu'ils avaient créé. Oui, plein de violations. Donc on ne peut pas. Dieu déjà n'est pas discriminatoire. Dieu ne peut pas élire un peuple pour dire que ce peuple est meilleur que d'autres. Dieu, en promettant une terre, c'est juste pour aller être à l'abri, mais pas pour aller coloniser et spolier la terre de ses autochtones. Ce n'est pas dans ce sens. Donc c'est toute une déformation de récits bibliques à la fois, et bien sûr ajouter des touches de grands menteurs de l'histoire, de falsificateurs de l'histoire. Comme on a dit aux origines de ce mouvement sioniste, c'est une terre qui n'a jamais été peuplée. Mais qui a dit ça? La Palestine était toujours peuplée, et depuis 5000 ans. Nous avons la première trace de l'humanité, la première ville de l'humanité, Jéricho, plus de 12 000 ans. Les Hébreux n'étaient pas là-bas. Okay. Et en même temps, il y avait dans l'histoire, dans leur dire, dans le propos discriminatoire, raciste, une terre sans peuple qui doit être donnée à un peuple sans terre. Mais il ne constitue pas un peuple. Qui dit que les Juifs constituent un peuple? Les Juifs, c'est une religion. C'est comme les musulmans. Nous appartenons à des confessions diverses. Les musulmans ne sont pas un peuple. Il y a des musulmans africains, il y a des musulmans chinois, il y a des musulmans arabes, mais il y a aussi des chrétiens européens, il y a des chrétiens palestiniens. Donc les Juifs, c'est une religion, et l'appartenance à une religion ne fait pas ce don historique, ou ne crée pas la notion d'un peuple.